Bonjour à tous, bienvenue dans l'analyse le podcast pour un épisode très particulier. Je sais que ça se dit beaucoup, mais là pour le coup c'est vraiment le cas, déjà parce que nous sommes dans un lieu totalement différent de d'habitude. Pour être plus précis, à Bueil, dans un temple on pourrait dire, en tout cas un lieu très important pour l'histoire du cinéma, puisque nous sommes au musée du cinéma dédié au réalisateur Jean Delannoy, avec une invitée exceptionnelle, puisque nous sommes en présence de Claire Delannoy, la fille unique de Jean Delannoy, donc un très grand réalisateur de l'âge d'or du cinéma français, qui va nous raconter justement un petit peu sa vie, la vie de son père, également son expérience, et puis comment on en est arrivé jusqu'à l'ouverture de ce musée, qui finalement est un projet assez fou, surtout vu le lieu que ça représente, également l'héritage qu'il peut avoir, et qui est désormais ouvert depuis plus de 10 ans, en cette dixième saison, 10e exposition. Donc effectivement, on va pouvoir revenir sur toutes ces questions-là, et en plus, on vous proposera un bonus assez exceptionnel, puisqu'on aura l'occasion de vous présenter une partie du musée, ou voire l'intégralité, en présence de Claire. Donc le mieux, ce serait de commencer directement pour les retardataires, pour ceux qui ne savent pas qui est Jean Delannoy, par une petite présentation rapide. Malheureusement, ils avaient tous un petit peu vieilli, et j'étais surpris de les voir différents de ce qu'ils étaient, mais j'ai vu leurs sentiments, et puis ils m'ont rappelé aussi tant d'autres qui avaient disparu, et eux étaient encore en vie, c'est ça qui était merveilleux. Eh bien, bonjour à tous. Oui, je suis la fille de Jean Delannoy, et j'ai créé ce musée pour l'honorer et pour sa mémoire. Voilà, mon père est né en 1908, il est mort en 2008, il avait 100 ans, et c'est 100 ans de cinéma, pratiquement. Il adorait ce métier, il a été profondément content de ce métier, il a fait une 50aine de films, donc c'est quand même quelque chose d'important dans sa vie. Le cinéma, c'était sa passion. Et j'ajouterais que, en plus de ces 50 films, ou en tout cas, voilà, parmi ces 50 films, il y a eu aussi une grosse carrière prolifique à la télévision, donc il y a eu aussi des réalisations sérielles, mais c'est également enfin à la base, voilà, Jean Delannoy, il vient du milieu de la figuration, via, il me semble... Alors oui, c'est-à-dire qu'il avait une grande sœur, qui avait 9 ans de plus que lui, et qui était vedette du cinéma muet. À travers ça, elle l'a mis un petit peu en figuration dans ses films, mais il n'aimait pas beaucoup ça. Il a eu très envie de faire du cinéma, et comme ça, il est rentré à la Paramount, qui était une grosse maison de production de films en France, mais qui était américaine, et il a appris le montage, parce que le montage était quelque chose de très important, et il a appris le montage, et là, il a très vite été sollicité pour faire un film. Donc à 30 ans, il a été réalisateur après avoir fait du montage. Puis quand même vraiment une ascension fulgurante, surtout qu'effectivement, là nous sommes à la fin des années 30, en plus il y a eu la guerre qui a parfois un petit peu décalé justement les dates de sortie. On y reviendra après justement avec un film qui est très important dans sa carrière, qui est Macao, l'enfer du jeu. Mais très vite finalement dans les années 40, il a obtenu une certaine reconnaissance, notamment via la symphonie pastorale qui a été sacrée Palme d'Or, à Cannes en 1946. Alors ça ne s'appelait pas Palme d'Or. Ah, ça s'appelait pas Palme d'Or. C'était pas encore ça, c'était une victoire de Samothrace qu'on leur redonnait, mais c'était pas la Palme d'Or. C'était un grand prix d'interprétation pour Michel Morgan et un grand prix du film pour mon père en 1946, premier festival après la guerre. Ah oui, donc c'était quand même une sacrée consécration, qui n'a pas été la seule d'ailleurs, parce que bon... Certes, il n'a pas obtenu le BAFTA du meilleur film de toute origine pour Maigret, mais c'est quand même un film avec Jean Gabin, Maigret tend un piège, qui a été très reconnu, donc du coup qui a été nommé effectivement dans ce festival, qui a été un immense succès public. Enfin voilà, Maigret c'est quand même très connu hors de ce cadre-là. Mais c'est aussi un réalisateur qui a été beaucoup félicité justement pour sa régularité, pour son côté extrêmement prolifique, puisqu'on l'a dit, il commence en tant que réalisateur en 1934,
Il finit du coup sa carrière en 1995 en tant que réalisateur, parce qu'évidemment il y a eu les à côté, et il a obtenu, voilà, en cours de route, moi je tiens à le préciser, à la fin de sa carrière, mais quand même encore en activité, un César d'honneur en 1986, justement avant sa dernière trilogie. C'est ça, pour l'ensemble de sa carrière, et qui lui a été remis par Michel Morgan. Jean Delannoy, pour vous remettre ce César d'honneur, votre amie, celle qui vous doit quelques-uns de ses plus beaux rôles, Michel Morgan. Oh, mon cher Jean. Ah, j'ai eu la chance de tourner dans 6 de vos films. 6 films bons et intéressants. Dois-je vous dire que j'ai gardé une tendresse particulière à Gertrude, la jeune aveugle de la symphonie pastorale. Ce film a marqué pour moi d'une pierre blanche ma vie professionnelle. Et comme le petit Pousset, vous en avez semé des pierres blanches tout au long de votre chemin. Ce chemin qui parcourt, c'est incroyable, mais c'est comme ça, un demi-siècle de cinéma français. Comme si c'était sa meilleure amie qui lui donnait. Quoi. Voilà. C'est quand même magnifique. Mais reconnu par toute la profession du cinéma. Bah, qui est présent d'ailleurs au musée. Oui. Donc, si vous voulez voir à quoi ressemble un César, il y en a un ici dans une superbe pièce justement, tout à son honneur. Et il me semble d'ailleurs qu'il y a aussi du coup votre tante. Enfin, ta voilà, tante j'avais trouvé une affiche où ma tante est en vedette. Elle s'appelle Henriette Delannoy. Et c'était un film muet. Wow. Oui, l'ancien temps du cinéma, mais qui est quand même un temps important et qui compte encore aujourd'hui quelques chefs-d'œuvre, même si malheureusement plus de 80%, voire même plus, 90 je crois, des films du muet ont disparu. Et effectivement, en tout cas, voilà, Jean Delannoy, c'est un cinéaste qui a beaucoup compté. C'est pour ça qu'en 2003, France 3 lui a dédié voilà, un super documentaire d'une petite heure sur sa carrière. Ça s'appelle 75 ans de cinéma et qui met en lumière voilà, beaucoup de ses acteurs, collaborateurs avec qui il est resté en contact. Et amis. Et amis, oui, c'est vrai. Acteurs et amis, parce qu'il était vraiment très, très, très près de ses acteurs, très proche de ses acteurs, il les adorait. Oui, on le voit très bien dans le documentaire, c'est très fort. Et c'est vrai que c'est également voilà, un réalisateur qui a beaucoup admiré, suscité des vocations, notamment on voit l'apparition de Yves Boisset qui est totalement admiratif. Très admiratif, oui. Son travail, quoi. Oui. C'est impressionnant de voir effectivement qui il a inspiré, qui en fait, au final, tout ça, c'est du passage de flambeau. C'est une personne qui... De transmission. Voilà. J'aime bien dire la transmission. Ouais. Mais c'est exactement ça. Je crois qu'on a une belle liste d'acteurs. Oui, on pourra revenir dessus juste après, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est quand même un fait super intéressant de savoir qu'il a été pendant un moment le doyen du cinéma français, du haut de ses 100 bougies, quoi. Oui. Avant de s'éteindre, voilà, en 2008, donc le 18 juin 2008. Ouais. 18 juin qui est quand même pas une date anodine en plus, hein, j'y pensais tout à l'heure. Et c'est vrai que parmi ses œuvres notables, on a cité Macao, l'enfer du jeu, et la symphonie pastorale en 1946, mais il y a eu aussi L'éternel retour, 1943, qui est quand même un film important avec Jean Marais. Il y a eu également un film qu'il aime beaucoup, je crois, Le garçon sauvage, 1951. On a également Maigret tend un piège en 1958, dont on a parlé, qui est quand même un film qui est quand même resté dans les mémoires, notamment pour la carrière la prestation de Jean Gabin. Jean Gabin, bien sûr. Non, c'est pas Jean Desailly. Si, c'est Jean Desailly, oui. Et je sais pas pourquoi j'ai du mal avec Jean Desailly. Ah ça fait un quatrième. Et puis il y avait aussi Les Amitiés particulières, et puis il y avait aussi la Princesse de Clèves. La Princesse de Clèves avec Marina Vladi, et c'est mon premier stage que j'ai fait sur La Princesse de Clèves. J'ai dessiné les carrosses et les lustres du bal. Et il me semble que j'ai oublié de citer un film principalement qui est quand même encore l'un des plus reconnus, c'est vraiment Notre-Dame de Paris en 1956, qui est quand même, je le crois, on en parlait tout à l'heure ensemble, je crois que c'est vraiment la seule grande adaptation française du livre de Victor Hugo. Là j'avoue qu'on en parlait justement de celles qui sont très connues, avec Lon Chaney, Charlottone, le Disney.
Mais c'est vrai que c'est important aussi de se souvenir qu'il y a eu Bien une sûr. grande adaptation française et qui, pour le coup, je Avec trouve... un décor exceptionnel et des moyens exceptionnels Oui. et 2 énormes comédiens, Gina Lollobrigida et Anthony Quinn. Ah, tu le dis bien, parce que moi, j'ai dit... Non, mais Tu fourches. c'est vrai que c'est un film aussi, moi je trouve, qui marque beaucoup par rapport justement aux autres adaptations et qui n'en a rien à envier justement au Disney, que j'aime énormément d'ailleurs, hein, mais qui n'a rien à envier par rapport à la couleur. Oui, la beauté c'était- du film. Oui. C'est Le film est visuellement... vrai que c'est drôle de se dire que le film est sorti avant Maigret, quoi. Oui. Oui, Qui lui 2 est ans en noir et avant. blanc. Qui est un Ouais, beau c'est- film aussi, mais c'est du noir et blanc plus traditionnel. Et oui, bah voilà, c'est vrai que c'est un film qui met en vedette deux acteurs et actrices qu'il a beaucoup, enfin en tout cas Deux qu'il a monstres beaucoup sacrés. estimés. Voilà. Parce qu'Anthony Quinn est resté très ami avec lui jusqu'à... Oui, tout à fait, jusqu'au jusqu'à dernier la moment. fin de sa vie. Et Oui. d'ailleurs, il me semble, j'avais vérifié, il me semble qu'Anthony Quinn finalement est décédé un petit peu avant, je sais plus. Oh, probablement. Dans les années 2000. Oui, mais très avant, je crois. John, I must say to you that I'm a few years younger than you, Cher Tony, j'ai 7 ans de plus que toi. but I'm creeping, I'm creeping up to you. All my love, John. All my love, Tony. Oui, effectivement, il y a aussi eu pas mal de ses collaborateurs qui sont décédés un petit peu plus jeunes, ce qui est normal en soi, puisque 100 ans, c'est quand même rare. Et parmi ceux-là, on citera du coup Jean Gabin dont on a parlé, Eric von Stroheim qui a été une de ses premières expériences marquantes. On en reviendra dessus, mais il y a eu aussi Pierre Blanchard sur la symphonie pastorale, Michel Duchossois, Jean Marais bien sûr, Jean de Sailly, Pierre Piral aussi, qui a été quand même un Pierral, qui collaborateur était... important. Oui, il a fait 2 ou 3 films avec mon père, mais des rôles de nains. Ouais. Forcément. À Ouais. l'époque, c'était pas très diversifié, mais Ouais. en tout cas, il a quand même eu, enfin, voilà, nain ou pas nain, Pierre Piral a eu quand même une très belle carrière. Très, Hmm. très. Et bien sûr, évidemment, c'est... allez, je me permets de l'utiliser ce terme, je sais pas s'il apprécierait, mais il a eu ses muses, évidemment. Ah, il a eu ses muses, oui. Très très belle femme. Il en parle très bien d'ailleurs dans le documentaire. Oui, Il dit, on lui pose la question, est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de vos actrices? Et il dit non. On pourrait, mais moi j'ai toujours gardé ce professionnalisme. Et c'est super intéressant. Il ce était qu'il dit, déjà c'est- amoureux aussi. il était amoureux de ma mère. Bah oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il a travaillé avec Oui, oui, oui. d'immenses actrices. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'on en a pas vraiment parlé encore, mais voilà, je les cite rapidement. On a évidemment Michel Morgan, Marina Vladi, avec qui justement tu es toujours ami. Donc Micheline Prel, Annie Girardot, qui magnifique est aussi. magnifique dans le Maigret. Dans le Maigret, bien sûr. Incroyable. Elle est super Ouais, dans, elle est dans le film. magnifique. Et c'est vrai que tu les as mis pas mal à l'honneur justement dans le musée via notamment une superbe affiche de collage, enfin une collection de collages. J'avais fait un patchwork de au femmes. sommet de leur beauté en Un plus. patchwork de femmes. Effectivement, bah voilà, je pense que ça peut être intéressant qu'on revienne rapidement avant de rentrer un peu plus dans le dur justement sur les grands moments voilà de sa carrière. Donc en commençant voilà par Macao l'enfer du jeu, je pense que c'est un Oui. peu la première date. Absolument, c'est le importante. premier grand film qu'il a fait. Ça se voit qu'il a toujours eu une grande complicité avec ses acteurs, qu'il aimait ses acteurs et que ses acteurs l'aimaient. Oui, tout Et à fait. quelque chose qui est marquant, c'est que on dit que Eric von Stroheim était un acteur très difficile, mais que devant votre père, il a livré parmi l'une de ses meilleures performances et qu'il s'est Oui. vraiment donné au jeu. Enfin, Oui, tout à fait. Mais même s'il avait été un petit peu difficile au début, mon père et lui ont eu des très très bons rapports. Après. Mon père n'est jamais allé à Macao. Tout a été tourné à la Victorine à Nice et dans la baie de Nice. D'accord. Il n'est jamais allé à Macao. Parce que c'est vraiment des acteurs qui incarnaient beaucoup des figures d'autorité. Oui, Et c'est vrai que c'est assez impressionnant de se dire qu'à ce moment-là, Jean Delannoy n'avait à peine que 30 ans. Que 30 C'était ans. encore un Que bleu. 30 ans. comme on peut dire. c'était un très jeune réalisateur, mais qui savait où il allait. Et Et qui savait, avec
sa rigueur et déjà il savait ce qu'il faisait le matin et il n'en démordait pas et surtout il n'improvisait jamais. Et il laissait pas non plus. Il laissait pas improviser ses comédiens, non. il les dirigeait, il les commandait, mais dans la plus grande amitié. Bienveillance et il n'a jamais forcé quelqu'un à dire une phrase s'il ne voulait pas la dire. Hein. On pouvait en changer, mais c'était quand même le texte et sa réalisation et sa mise en scène dans sa tête. Et justement, c'est vrai qu'il y a eu un peu cet acte de défiance de Eric von Stroheim par rapport à Jean de la Noix. Je ne sais pas si c'était par rapport à lui. C'est-à-dire qu'il était quand même très très jeune et Eric von Stroheim était une immense vedette, un monstre sacré encore lui. Et, je pense que Stroheim ne savait pas très bien où il allait, mais il faisait un film, quoi. Il essayait de gagner sa vie aussi, comme tout le monde. Il voulait que ses vêtements soient bien repassés. Voilà, il voulait que son pantalon soit toujours bien repassé. Il prenait énormément de temps et il se disait qu'il ferait plus de cachets comme ça et plus d'argent. Ah oui, et que magouille. un petit peu de magouille, mais mon père l'a remis très très gentiment dans le droit chemin et ça s'est très très bien passé. Je pense que c'est ça qui est important, c'est la fermeté, mais aussi le tact par rapport à ses acteurs. C'était quelqu'un avec un très très grand tact et qui adorait les comédiens. Justement, je me disais qu'on pouvait justement retracer la suite par rapport à l'aube de ces acteurs, finalement, des personnes qu'il a pu mettre en vedette, notamment, si je ne me trompe pas, il y a eu assez rapidement la rencontre avec Jean Marais et Jean Cocteau. Oui, tout à fait. Alors là, c'est l'éternel retour. Jean Cocteau avait vu en douce dans une cave Macao, l'enfer du jeu, et il a été bouleversé par ce film. C'est la version avec von Stroheim, du coup, oui, tout à fait. Ah non, oui, la version avec von Stroheim que papa montrait en douce, parce qu'il y avait eu une version avec Renoir, mais qui n'est jamais vraiment sortie. Cocteau était là. Et Cocteau a trouvé ce film extraordinaire. Et c'est de là qu'ils ont décidé de faire un film ensemble et qu'ils ont fait une adaptation de Tristan et Iseult et qu'ils ont fait l'Éternel Retour avec Jean Marais, bien sûr, dans le rôle de Tristan. Magnifique Jean Marais. C'était à son prime. Magnifique. Le magnifique Jean Marais. Magnifique Jean Marais. Même en noir et blanc. Ouais, surtout en noir et blanc. C'est vrai. Pourquoi ? Parce qu'en couleur, ça aurait été, je pense, pas du tout le même film. Ah oui, non, je parlais de l'acteur, je parlais pas du... Ah oui. Non, moi, je parlais de la lumière. Il avait une belle crinière blonde. Quoi. Ouais. C'est pour ça. Et Madeleine Sologne, dans l'Éternel Retour, Madeleine Sologne a une coupe de cheveux extraordinaire, blonde comme ça, et ça a été un couple mythique à la sortie du film. Ah oui, toutes les filles se coiffaient comme Madeleine Sologne, et tous les garçons portaient le pull de Jean Marais, le pull jacquard de Jean Marais. Ça a été un très 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 gros succès. Du coup, est-ce qu'il y a eu plus d'adoption de chiens ou pas ? Par rapport au chien de Jean Marais. Ah, par rapport au chien de Jean Marais, Moulouk, qui était quelque chose d'extraordinaire. Moulouk était dans les bras de Jean Marais tout le temps, et dès qu'il tournait, il était au pied et il ne bougeait pas. La chance a commencé à m'arriver avec Moulouk. Parce que, au fond, ce qui m'a fait partir dans ce métier, c'est le film L'Éternel Retour. Eh bien, j'ai dû mon succès à L'Éternel Retour pour deux choses. Pour un pullover et pour mon chien. Ces deux choses ont fait que j'ai eu un énorme succès et toute ma vie, j'ai eu l'impression que Moulouk me protégeait. Quand Jean Cocteau a écrit L'Éternel Retour pour le chien et moi, il disait, en riant bien sûr, il disait Tristan et Iseult, c'est pas Madeleine Sologne et Jean Marais, c'est Moulouk et Jean Marais. Effectivement, ça a été une collaboration fidèle entre lui et ton bien père, bien sûr, parce qu'ils ont fait après 4 films ensemble. Et puis il a été le prince de Clèves dans La Princesse. Il a été dans un film qui s'appelle Le secret de Mayerling, qui retrace l'histoire de Sarajevo. Et puis il a été aussi dans Aux yeux du souvenir, qui est un film sur l'aviation. Ça, c'est un très 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 grand ami de mon père.
en même temps que Cocteau. Oui, c'est impressionnant. Effectivement, il a côtoyé aussi Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre, alors il l'a côtoyé. Oui, parce que c'était très professionnel. Et ils allaient. Sartre écrivait au Flore dans un café, donc il écrivait dans le café et papa allait travailler dans le café au Flore, mais c'était difficile de travailler dans un café pour lui. C'est vrai que ça se faisait beaucoup, je crois. Oui, c'était. Lino Ventura faisait ça pas mal aussi. Oui, aussi. Vous disiez aussi que votre père était un grand lecteur. Mon père féru de littérature. Oui, mon père était un grand lecteur, il avait une bibliothèque extraordinaire. Il se levait très tôt le matin et il écrivait son journal, il écrivait... Et puis il lisait énormément. Puis on peut aussi compter des grands dialoguistes qui ont travaillé avec votre père, Audiard, on a eu Prévert... Janson. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Janson, vous ne connaissez pas, moi, mais je connais pas. C'était un dialoguiste extraordinaire avant Audiard. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on parlait beaucoup de Audiard et sur Maigret, à quel point c'est fabuleux avec la bouche de Gabin. Bien sûr. La prestation de Sailly. De Sailly jeune. Avec la mise en scène de Cordeau de votre père, c'est super. Gérardot qui est fabuleuse. Il savait écrire pour des femmes. Ouais. Non, mais c'était vraiment fabuleux. Il écrivait aussi pour Mireille d'Arc, pour Annie Girardot. Et puis Prévert, donc, qui était sur Notre-Dame. Prévert, c'était pour Notre-Dame. Prévert a travaillé sur les dialogues de Notre-Dame. Aurais-tu été assez abandonné de Dieu pour porter la main sur cette fille d'Égypte? Sur ma part de paradis, maître, je vous jure, je ne l'ai jamais touchée, si c'est là ce qui vous inquiète. En 1938, justement, Michel Morgan explose en compagnie de Jean Gabin dans... c'est Quai des Brumes, c'est ça? C'est Quai des Brumes, t'as de beaux yeux, tu sais. Voilà. Ouais. Ce qui est paradoxal, c'est que justement, tous ces films étaient en noir et blanc, donc on ne pouvait pas voir l'éclat de ses yeux. T'as de beaux yeux, tu sais. Mais il y avait quand même des beaux yeux. Oui, clairement, ça se voit. Et puis, les gros plans, quoi. Donc, tous les deux, Gabin font ce film qui a bien très, 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 très célèbre. Et avant-guerre. Avant-guerre. Après-guerre. Et donc, ils partent tous les deux aux États-Unis pendant la guerre. Et quand ils reviennent, c'est la symphonie pastorale. Donc, pour Michel Morgan. Où elle a gagné justement son prix d'interprétation. Elle a gagné son prix d'interprétation à Cannes. Où elle joue justement une jeune aveugle qui est secourue par un pasteur, qui est joué par Pierre Blanchard, qui va la prendre sous son aile et l'élever. Et le conflit du pasteur et de son fils qui tombe amoureux de la même jeune femme aveugle. Parce que qui se fait opérer. Et quand elle voit les deux hommes, elle ne sait plus quel est celui, parce qu'elle est plus amoureuse, bien sûr, du jeune que du vieux. Oui, et puis surtout son changement de caractère. Changement de caractère. Au pasteur, et effectivement, ce qui est intéressant sur ce film, c'est que déjà, on parle d'un personnage... il me semble que c'est une coïncidence parce que justement c'était des scénarios qui étaient intéressants, mais on parle quand même effectivement d'un personnage aveugle en 1946, ce qui est relativement novateur. Il faudra attendre 1963 pour voir le Miracle en Alabama d'Arthur Penn, qui est quand même un film somme sur ce sujet, mais effectivement là, ce qui est intéressant dans ce film, c'est que en plus des décors magnifiques, de la photo noir et blanc, d'Armand Tirard. Voilà, Armand Tirard. On s'en souvient, mais effectivement, tout est très enneigé. Ça, c'est très beau. Le film la photo fait bien ressentir effectivement les teints clairs, la magnifique chevelure blonde de Michel Morgan. Oui. Mais on parle jeune Jean de Sailly aussi. Et très jeune Jean de Sailly, c'est un de ses premiers films. Où il fait le fils du pasteur. C'est vrai qu'il jouera finalement quelque part beaucoup de rôles indirectement d'antagoniste, mais là c'est vrai que finalement le plus gros antagonisme du film, ça reste la beauté de Michel Morgan. La beauté de Michel Morgan et les yeux de Michel Morgan. Oui. Qui sont aveugles la plupart du temps, quoi. Oui, c'est assez étonnant. Toute la première partie du film est où elle est aveugle.
Et donc Michèle Morgan, je pense qu'on peut dire que ça a été l'actrice fétiche de Jean Delannoy. Oui, je pense que c'est une des actrices qui a été vraiment une de ses meilleures amies aussi, et fétiche sûrement, oui. Parce qu'elle a joué également dans Et puis elle a commencé sa carrière avant la guerre, mais le film a fait qu'ils ont eu le prix ensemble et que ça, forcément, c'est merveilleux d'avoir ça tisse des liens, quoi. Voilà, ça tisse des liens. Et au final, c'est un lien qui aura duré plus de 60 ans. Ah quoi. oui, tout à fait. Enfin, jusqu'à la fin de leur vie respective. Ouais, quoi. de leur vie respective. Est-ce que vous aviez encore des liens avec elle après? Ah, j'ai eu des liens, oui, bien sûr. Elle est venue ici. Wow. Elle est venue le jour des 100 ans de mon père. Elle était là et elle est venue ici au musée. Wow. Et elle était même la témoin de mon mariage à l'église. Ça, c'est fou. et d'ailleurs, je fais un petit aparté sur une autre personne dont on n'a pas du tout parlé jusque-là. C'est l'histoire avec Jacques Perrin, justement, qui était venu également. Alors, Jacques Perrin, c'était l'année dernière. Jacques Perrin, j'ai voulu faire une exposition pour lui, parce qu'il est mort il y a 2 ans. Et, ah oui, c'est ça. Et donc, moi, ça avait été un ami personnel à moi, Jacques Perrin. Il n'a pas jamais connu mon père. Mais, et ses 3 enfants sont venus, ses 3 fils sont venus ici et étaient très émus qu'on ait fait cette exposition à sa gloire et à sa mémoire. Ah, d'accord. Voilà, mais mon père n'a rien à voir dans cette exposition. Ah, comme quoi, hein. C'est drôle. Finalement. Et on s'est dit, avec le fils aîné de Jacques, qu'on transmettait quelque chose. Bah oui, complètement. Voilà. C'est vrai que le cas. J'ai découvert Jacques Perrin il n'y a pas longtemps avec Cinéma Paradiso. Ah bah oui, c'est un beau film. C'est sublime. Quoi. C'est un beau film. Et puis ces films de nature qui sont extraordinaires aussi, comme Océan ou Le Peuple migrateur. Oui. Mais il a eu une carrière cinématographique et de comédien extraordinaire. Extraordinaire, Jacques Perrin. C'est Z, c'est des films comme ça qui ont été très très forts et qui ont très bien marché. Puis il a été producteur aussi. Il a produit les choristes. Il a produit les choristes. Et alors là, ça a été c'était un film extraordinaire qui a été un succès d'argent formidable pour lui. Et c'est grâce aux choristes qu'il a payé toutes ses dettes de producteur avant et qu'il a pu faire ces films après de nature pour Océan. Parce que je ne sais pas si vous pensez ce que ça peut coûter un film comme Océan. Parce qu'on a des extraits là, de films. Tout ce qui est sous l'eau et tout, c'est extraordinaire. Et ben il a payé ça avec les choristes. C'est une très belle anecdote. Et je reviens justement sur... par rapport à Jean Delannoy, sur un détail qui est quand même assez important, c'est que c'est quand même un réalisateur qui a commencé dans les années 30, qui finit dans les années 90, donc finalement on peut le dire, qui a connu quasiment toutes les périodes du cinéma français, et donc du coup qui a dû passer effectivement par cette période difficile pour eux, pour les cinéastes classiques, donc qui est la nouvelle vague, et finalement même si cette petite période qui a duré finalement peu de temps. Non, c'est une dizaine d'années quand même. Une dizaine d'années, c'est quand même beaucoup. Ouais, oui. Et il a eu des démêlés avec Truffaut qui ont été vraiment très, très, très difficiles à vivre pour mon père, parce que c'était quand même un désaveu de jeunes blanc-bec, si j'ose dire, à ce moment-là, qui voulaient prendre sa place, hein, c'est tout. Alors qu'ils ont certainement grandi avec ces films. Ils ont fait des films comme À bout de souffle ou comme Les 400 coups, qui étaient des films très très personnels. Et puis après, ils ont, pas pour Godard, mais pour Truffaut, ils sont rentrés dans le moule. Et ils ont fait des très bons films, mais je veux dire qu'il n'y avait pas à démolir cette vague de réalisateurs de cette époque-là. Non, surtout qu'en plus, les budgets et donc du coup les contraintes n'étaient pas les mêmes. Oui, les contraintes n'étaient pas les mêmes, mais c'était surtout psychologiquement que ça a été très très dur, parce que quand on vous dit que vous valez rien, que c'est compliqué à vivre quand même.
Ouais, surtout qu'en plus, c'était pas... Les cahiers, je sais pas... Ouais, les c'était cahiers, via la presse, c'est ça le... Via la presse, les cahiers du cinéma. C'est le prestige de la presse qui a... Les cahiers du cinéma, mais incendiaient mon père. Enfin, c'était vraiment... ça a été très, très, très douloureux pour lui. Il s'en est moqué un petit peu, mais... Et oui, bah non, c'était juste pour conclure qu'effectivement, sur le fait que Jean Delannoy a pu quand même continuer sa carrière, même s'il y a eu des petits alors là, ça a été quand même difficile, puis il vieillissait aussi un peu, mais il s'est tourné à ce moment-là vers la télévision, et il a fait les grandes séries qu'il a tournées en Hongrie, et 6 fois 1 heure pour Le Jeune homme et le lion, Charlemagne, joué par George Wilson, qui était aussi un grand comédien. Et il a fait plusieurs séries de 6 fois 1 heure pour la télévision, où il a refait son métier comme avant. D'accord. Et donc enfin, il a terminé avec la trilogie. Voilà, il a terminé avec une trilogie un petit peu religieuse, si j'ose dire, avec Bernadette, l'histoire de Bernadette Soubirous, et puis Marie de Nazareth, qui est l'histoire de Marie et de Joseph, qui était Marie et Joseph de la Bible. Ah, c'est toi, Marie. Je viens voir si tu as fini la cage aux tourterelles. La cage aux tourterelles. Ah oui, la cage aux tourterelles. Ça n'est pas ça? Ah. J'ai mis 2 compartiments, comme ton père me l'a demandé. Jean Delannoy réalise donc La Minute de Vérité avec Michel Morgan, mais aussi l'arrivée d'un acteur important dans sa carrière qui est Jean Gabin. Tout à fait. Alors ce film, c'est les retrouvailles de Michel Morgan et de Jean Gabin, qui étaient tous les deux partis aux États-Unis pendant la guerre. C'est donc T'as de beaux yeux, tu sais, qu'ils avaient tourné ensemble. Et ils avaient vécu ensemble une partie de leur... Ils étaient tombés amoureux quand même. Ah oui, d'accord. Et quand ils sont partis aux États-Unis, ils se sont séparés, mais quand ils sont revenus en France, c'est le premier film qui les a réunis tous les deux. La Minute de Vérité, qui est un scénario de mon père. Ah oui. Oui. Et ce film est avec aussi un comédien formidable qui s'appelle Daniel Gélin. Et c'est un joli film entièrement écrit par mon père. Et c'est l'histoire d'une comédienne et de son mari qui est médecin, Michel Morgan et Jean Gabin. Et en une nuit, leur destin va basculer parce qu'elle est amoureuse d'un peintre et lui va être justement appelé au chevet de ce peintre qui vient de se suicider. Et au chevet de ce peintre qui vient de se suicider, il voit la photo de sa femme avec lui. Donc il comprend tout et en une nuit, ils vont s'expliquer. Et le matin, tout va redevenir naturel et ils vont reprendre la vie, elle de comédienne et lui de médecin. D'accord. Ça s'appelle La Minute de Vérité. Mais du coup, c'est plus la nuit, la vérité. Voilà. Et d'ailleurs, je note que le médecin, le personnage s'appelle Pierre Richard. Oui. Oui. C'est rigolo, ça. Avant le grand blond. Il devait être tout jeune. C'est ça. Et donc, effectivement, La Minute de Vérité, c'est la première collaboration. Mais tu nous disais un petit peu plus tôt que Jean Gabin a tourné 6 fois. Il a tourné 6 films. Donc, La Minute de Vérité, le premier film, après il fait Chien perdu sans collier, qui est aussi un très joli film sur l'enfance délinquante à cette époque, qui naturellement n'a plus rien à voir avec la délinquance actuelle. Ah, oui. Et alors ensuite, il fait 2 Maigret, un premier Maigret qui est un succès extraordinaire, un deuxième Maigret. Mon père n'aimait pas beaucoup faire des deuxièmes films, mais il l'a fait quand même. C'est encore un succès formidable. Alors ensuite, il fait Le Baron de l'Écluse,
qui est aussi un très grand succès de Gabin. Et puis il termine par un 6e film avec Robert Stack, l'histoire d'un grand voyou qui est au repos, et qui va être retrouvé par Robert Stack. Ils ont fait des coups ensemble et ils étaient amis. Il va revenir et ils vont avoir une amitié aussi, un petit peu, ça s'appelle Le Soleil des voyous. 6 films avec Gabin et 6 films avec une complicité extraordinaire entre eux deux, malgré le caractère bourru de Gabin et le caractère difficile de mon père. Ils se sont très bien entretenus, ils avaient une grande confiance en tous les deux. Ça doit être indispensable, effectivement, Bien des sûr. relations quand même entre deux grands hommes, quoi. Bien deux sûr. grands hommes de cinéma. C'est une surprise, ça, Jean Delannoy, non? Ah! C'est une vraie surprise, ça, Jean. Pourquoi Je n'y croyais pas. Tu n'y croyais pas, hein? Non, parce que je sais que tu te reposes et que tu te reposes d'un travail considérable. Et moi, je suis en grande partie responsable de ça, puisque je t'ai fait faire maigret. Eh ben, j'ai voulu tout de même te faire plaisir, c'est pour ça que je suis venu. C'est très chic. Mais alors maintenant, je vais te demander quelque chose. Quoi? Dis-moi un peu ce que je fais dans les joies de ta vie. Les joies de ma vie. Dis-moi ça, un peu. Ce que tu fais dans les joies de ma vie. Oui. Mais mon vieux, d'abord, nous avons fait 3 films ensemble et tu sais bien que nous sommes très amis. Et en plus de ça, nous allons en faire encore 2 l'année prochaine. Je voulais aborder, pour faire suite à l'aspect d'improvisation des comédiens. Alors quand on parle d'improvisation, c'est plutôt dans des répliques qui vont être inventées, dans des gestes également, mais il y a quand même un travail préparatoire au niveau des acteurs en amont. Et justement, comment est-ce qu'ils voyaient, comment est-ce qu'ils géraient justement cette direction d'acteurs et à quel point effectivement ils pouvaient faire confiance, non pas forcément dans les répliques, dans l'improvisation des comédiens, mais en tout cas dans leur façon de jouer. Bien, je pense qu'avec Gabin, c'était très facile parce que Gabin rentrait dans les personnages très facilement et il incarnait Maigret d'une façon merveilleuse. Je ne sais pas s'il y avait une préparation avant, je ne pense pas. Il n'y avait pas de répétition, il n'y avait pas de choses comme ça n'existait pas. Les comédiens apprenaient leur rôle, ils arrivaient le matin sur le tournage et je pense qu'ils avaient une discussion entre eux, mais que ça venait vraiment presque automatiquement. Et ce que demandait mon père était toujours dans la lignée du personnage. Et d'ailleurs, est-ce que tu savais si en général, en combien de prises à peu près, s'il y avait beaucoup de prises Alors il y avait pas mal de prises parce qu'il pouvait aussi y avoir un problème de son, de lumière, Et alors dans Maigret, dans un piège, la grande scène avec Jean de Sailly, il l'a faite 21 fois. Ah oui, donc c'était... Parce que je pense que Jean Gabin énervait Jean de Sailly jusqu'au dernier moment pour bien sûr. Pour le tendre. Et 21 fois la scène de Sailly, je crois qu'il a beaucoup souffert de Sailly. Ça se voit, hein. Je pense que c'est vrai qu'il est vraiment très à bout. Mais il est extraordinaire. Extraordinaire. Le soir de la reconstitution, vous êtes sorti avec un costume foncé, Prince de Galles, un costume à vous. Pas de raison de ne pas être franc avec vous. Tenez, un costume comme ça. J'ai jamais eu de costume comme ça. Je ne comprends pas votre entêtement, monsieur Morin. Ah, boss. Pourquoi ne pas me dire comment les choses se sont passées? Mais... Ben moi, je vais vous le dire. Ce soir-là, après votre coup manqué dans la petite rue, vous courez affolé parce que vous avez du monde aux fesses. Vous coupez par les cours comme autrefois et vous prenez la petite porte, la fameuse petite porte. Vous montez chez votre mère et elle vous donne un costume du papa. Mais pourquoi? Parce qu'il vous manque un bouton qu'on vous a arraché. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais quel bouton? Tenez, celui-là. Non, mais non. Et comme vous avez peur d'être reconnu, vous avez changé de costume puis vous êtes rentré tranquillement chez vous. Mais non. Allons parler, moi. Vous en avez déjà beaucoup dit, alors libérez-vous du reste. Non. Vous serez soulagé et guéri. Vous irez dormir et puis ce sera fini. Non. Vous avez besoin de tout me dire. Vous en avez envie depuis longtemps, je le sais. Non. Alors parlez, mon vieux, parlez, voyons. Non, Parlez, je veux partir. Vous entendez? Je veux rentrer, laissez-moi partir, là. Donc Gabin aussi a un côté un peu... je trouve qu'il joue Maigret de façon un peu complice. C'est bon, vous pouvez tout m'avouer. Bien sûr. Je suis votre ami. Il y a beaucoup de ça et c'est vrai que ça
Il le prend aussi comme un peu comme un enfant, parce que l'autre est quand même un petit peu schizophrène. Hein. Oui, c'est ça. Il n'a pas forcément grandi, quoi. Voilà. C'était vraiment une complicité entre Gabin et mon père très très grande. Pour revenir effectivement plutôt sur l'aspect maîtrise justement de Jean Delannoy, je voudrais qu'on aborde un petit peu justement son rapport avec la réalisation, justement. On parlait en off un petit peu de son aspect, de son rapport au décor qui était très importante, qu'il y avait certains décors justement qui nécessitaient des points de vue assez précis, notamment liés en plus des décors au matte painting, à la rigueur que ça pouvait avoir, aussi au fait que tout était tourné en pellicule, donc ça coûtait cher, que on va dire tout ce qui était opérateur, que ce soit la lumière, les machinaux, etc., le son, tout était beaucoup plus lourd, tout était beaucoup plus fastidieux. Et effectivement, comment dans ce contexte-là Jean Delannoy avait pour l'habitude de réaliser? Je ne sais pas si c'est trop large comme question. Non, mais c'est surtout que je vous l'ai déjà dit, rien n'était improvisé parce qu'il avait tout dans sa tête. Le matin, il savait exactement ce qu'il allait faire, ce qu'il allait demander aux uns et aux autres, et les autres exécutaient ce qu'il disait. Il avait son film. Étant donné qu'on ne tourne pas d'une façon chronologique, c'est lui qui amène les comédiens dans le moment où ils sont, je ne sais pas comment m'expliquer, mais c'est lui qui les dirige au théâtre. Ça se passe complètement dans la soirée. Mais là, étant donné qu'on ne tourne pas chronologiquement, il faut mettre les comédiens dans le move, il les conditionne. Dans les conditions où ils doivent être à certains moments de leur personnage. Et ça, il le faisait formidablement bien. Il le savait et les comédiens aimaient ça parce qu'il les mettait dans le droit chemin. Et voilà, en fait, il était maître, une sorte de chef d'orchestre du côté des comédiens, mais il était aussi vraiment maître de son environnement, et il avait aussi, il avait un œil également sur peut-être pas sur la fabrication des décors, mais en tout cas sur la façon dont fonctionnaient les décors au service de sa mise en scène. Oui, tout à fait. Les décors étaient préparés naturellement à l'avance avec le décorateur, il demandait au décorateur de faire un décor, et à ce moment-là, le décorateur lui proposait des choses. Et il fallait que peut-être le mur, le mur du fond puisse s'en aller pour qu'il recule avec la caméra. Enfin, tout ça, ce sont des choses qui sont en rapport avec le chef décorateur. Et s'il faut que la porte soit à gauche, c'est mon père qui demandait que la porte soit à gauche. D'accord. Vous voyez, c'est tout un ensemble. C'est tout un ensemble. Dans le bureau de Maigret, par exemple, il faut que les fauteuils soient vraiment à leur place. Mais tout ça est demandé par le réalisateur à l'avance. C'est vrai que c'est avec ce genre de choses qu'on se rend compte vraiment du mot réalisateur. C'est vrai que voilà. Ça prend en compte tellement de facteurs qu'on n'imagine peut-être même pas finalement que ça va d'un positionnement de fenêtre d'un mur. D'un objet. Voilà, il demande un objet, le réalisateur demande un objet très particulier. Il faut que derrière, l'équipe déco trouve cet objet, le lui propose, il l'accepte ou pas. Il faut aller en chercher un autre. C'est lui qui dirige tout. Absolument. Enfin, c'était mon père. Hein. Peut-être qu'il y a des réalisateurs qui sont moins tatillons ou moins parfaits, mais c'est le réalisateur qui a la main mise sur tout. C'est le chef d'orchestre complètement, et c'est lui qui c'est son film. C'est ça. Et justement, je voulais revenir sur son statut finalement, le réalisateur qu'il a obtenu très jeune, parce que moi, si je me souviens bien, durant nos cours d'histoire du cinéma, il y avait quelque chose qui revenait pas mal par rapport aux réalisateurs, peut-être des réalisateurs un peu plus récents, plutôt des années 50-60, mais en tout cas, il y avait une sorte d'échelon à passer pour arriver au statut de réalisateur. Je me demande même s'il n'y avait pas une carte qui était demandée. Si, il y a une carte. Il me semble,
Je sais pas si votre Oui, père je en crois qu'il y avait avait une carte. Je crois que mon père, une carte de réalisateur. peut-être c'était pas à cette époque-là, il n'en a pas eu besoin. Mais après, les jeunes qui voulaient faire du cinéma, il fallait absolument qu'ils passent par être assistant d'abord, ou stagiaire, ou second assistant, premier assistant. C'était impératif. On n'essaie pas comme ça, premier assistant d'un réalisateur. Donc effectivement, lui, par contre, vu qu'il a commencé un petit peu plus tôt, il a pu très rapidement devenir réalisateur. Voilà. Juste par la compétence, finalement. Par la compétence. Et le réseau, éventuellement. Et le réseau. Et puis, il avait fait quand même ce film, Macao, l'enfer du jeu, qui est un de ses premiers films, qu'il avait mis réalisateur d'emblée. C'est vrai que quand on est repéré par Cocteau, bon, c'est repéré un par signe. Cocteau, oui. C'était une période aussi complètement différente du cinéma actuel. Maintenant, on fait un film avec un téléphone. Oui, c'est vrai que donc, c'est très différent. On a la fabrication. Oui, la lumière est moins importante. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Donc on a parlé des nombreux projets que votre père a pu faire au cours de sa carrière. Est-ce qu'il y a des projets qui n'ont jamais vu le jour, qu'il a dû abandonner, qu'il a dû se résoudre finalement à ne pas faire à une certaine période? Est-ce que c'est quelque chose dont il a déjà parlé? Oui, enfin, il a eu, je me souviens plus très très bien, parce que les projets qu'il n'a pas fait, j'étais quand même petite à ce moment-là. Oui, oui. Mais je sais qu'il y a eu des films qui ne se sont pas faits, mais pas beaucoup. Oui. Pas beaucoup. Il a eu un autre projet avec Sartre qui n'a pas vu le jour. D'accord. Pas beaucoup, non. Parce que, comme il vous a disiez... vraiment réalisé les choses qu'il voulait. D'accord. Parce que c'était aussi quelqu'un qu'on venait chercher aussi pour réaliser des films. Tout à fait. Donc peut-être qu'il y avait moins ce côté où il y avait Enfin, les gens voulaient qu'il réalise le film, donc le film se faisait. Finalement, il n'y avait pas forcément ce côté à chercher de son côté lui-même les financements ou pour... Non, il ne cherchait pas les financements, il cherchait plutôt les sujets. D'accord. Des sujets qui lui plaisaient. Donc il lisait énormément, il allait au théâtre, enfin il était très, très éclectique et il a réalisé les films qu'il voulait. Ça, c'est d'accord. Qu'il voulait donc on lui proposait quand même beaucoup de projets. Alors il y en a peut-être quelques-uns qui seront... Par exemple, je me souviens d'un film qui s'appelle Guinguette, avec Zizi Jeanmaire, et qui est passé un petit peu inaperçu, mais bon, il y avait toujours une raison pour savoir pourquoi ça n'avait pas marché. Et même alors après la symphonie pastorale, les États-Unis lui ont demandé de venir faire un remake de la symphonie pastorale aux États-Unis. Et il s'est documenté, et Duvivier, qui avait fait ça avant lui a dit surtout tu n'y vas pas, parce que les productions sont absolument libres de te balancer au bout de 8 jours. Le réalisateur n'a aucune importance pour eux. Oui, parce qu'aux États-Unis, c'est plus vu comme un technicien que vraiment un technicien. S'il ne leur plaît pas, eh ben, hop, il le balance. Donc, mon père n'est pas parti aux États-Unis. Mais ça n'a pas été une frustration non plus. Ouais. Non, et puis surtout, c'est vrai que réaliser coup pour coup le même film, mais dans 2 langues différentes, c'est vrai que ça doit être déstabilisant, je pense. Ah ben oui, mais il n'aurait pas fait le remake... Ah oui, bien sûr. Oui. Peut-être pas exactement le même film, mais... Du coup, moi par contre, je voulais revenir justement sur cet aspect projet de passion, parce que dans sa carrière, notamment via certains films, un petit peu la symphonie pastorale, on a également le film avec... je ne me souviens plus du nom exact, voilà celui-là. Dieu a besoin des hommes. Dieu a besoin des hommes, effectivement, ça tourne aussi autour de la foi et de la religion. Et bien sûr, on a aussi cette trilogie Passion qui représente... dans la fin de sa vie. Qui représente quand même son dernier film, mais aussi un long métrage d'ambition, comme tu nous l'as dit, par rapport au tournage au Maroc, 35 degrés, 1000 figurants, un gros casting. Et déjà, là, des choses très modernes, parce que, enfin, très modernes. Au point de vue décor, par exemple, il y avait des incrustations de villages marocains. En fond vert de manière numérique. Du numérique, voilà. C'était déjà un petit peu ça. Ouais. Et justement, moi, je voulais savoir effectivement qu'est-ce que représentait pour lui ce projet de trilogie, et plus généralement effectivement cet aspect de la foi
plus généralement dans son cinéma qui revient quand même pas mal de fois. Ouais, c'est vrai. Ben, je vous l'ai déjà dit, il était profondément religieux, sans aller à la messe, il n'allait pas à la messe puisqu'il était protestant, il allait au temple, mais il avait été très ami avec le pasteur Wagner, avec des grands pasteurs, et il priait, il réfléchissait, il avait besoin de ce côté religieux de la vie. Et je pense que le film Bernadette et Marie de Nazareth, ce sont les films de sa fin de vie, et il avait besoin de ce côté religieux. D'accord. Et d'ailleurs, justement, je viens de me rappeler qu'il y avait un petit détail aussi qui m'a retenu l'attention dans le documentaire à propos des amitiés particulières et de l'élaboration justement du scénario. Donc les amitiés particulières, c'est un film de 1964, je crois, qui parle justement d'une amitié particulière de deux jeunes garçons au sein d'un foyer religieux. D'un collège, oui, d'un grand collège. Voilà. Et justement... Livre de Perfit quand même, de Roger Perfit, hein, aussi avec qui il a collaboré. Si je me souviens bien, il a reçu pas mal de pression justement par rapport à l'establishment, bon, c'est pas le bon mot, mais l'establishment religieux catholique. Tout à fait, tout à fait. Il a reçu... le film a failli être interdit. Il était sélectionné au Festival de Venise pour le festival. Et quand mon père est arrivé, l'Italie, qui est quand même très religieuse, voulait interdire le film. Et puis finalement, il a eu le prix de l'Office catholique. Ah bon, d'accord. Donc le film a été interdit aux moins de 18 ans quand même. Quand même. Hein, Parce que... ce qui ne se fait plus du tout. Oui, c'est vrai que c'est un peu exagéré. Voilà, et puis le film est sur des amitiés particulières, bien sûr, mais est très pudique et très... je ne sais pas si vous l'avez vu, mais c'est... Seulement des extraits, malheureusement. Oui. Et donc, c'est un beau film. C'est un beau film avec un Michel Bouquet prodigieux. Mais sur ce point, c'est quand même un film qui est quand même très en avance sur son temps. Oui, si on peut dire, sur l'homosexualité, sur les amitiés particulières entre jeunes garçons, et puis le personnage de Michel Bouquet qui est quand même un petit peu difficile c'est-à-dire que Michel Bouquet réfrène puisqu'il est prêtre, réfrène toutes ses envies. D'accord. Par rapport aux jeunes garçons. Et justement, c'est vrai que c'est un peu... il y a un certain contraste, je trouve, quand même, entre ces sujets de films qui étaient quand même soit dans leur temps, soit même en avance sur leur temps, mais en tout cas les critiques qu'a essuyé justement ton père par rapport à son classicisme. Mais au final, on se rend compte à travers tout ça que finalement Jean Delannoy était quelqu'un de passionné et qui voulait simplement mettre en avant finalement les thèmes qui lui sont chers, quitte à effectivement être en avance sur son temps, mais finalement ce classicisme entre guillemets qui lui a beaucoup été reproché finalement était certes dans son ADN, dans sa façon de filmer, mais aussi lié aux contraintes techniques de ce qu'il avait à faire, parce que je pensais justement, tout à l'heure on parlait en off je crois d'À bout de souffle, mais je me dis, À bout de souffle, en même temps il a été tourné, notamment les séquences dans la voiture, etc., ou même dans Paris, c'est limite de la caméra portée. Donc c'est un petit peu aussi vache de... D'ailleurs c'est pas Godard qui lui a reproché, mais tu vois ce que je veux dire. Oui, je comprends bien. Mais c'est hypocrite, je trouve. Oui, tout à fait. Mais mon père a d'abord voulait ne jamais refaire le même film, à part un Maigret qu'il a. Oui. Mais il voulait faire des films différents chaque fois, mais on écrit d'une certaine façon et on filme d'une certaine façon. Il a toujours filmé avec un classicisme, forcément, il ne pouvait pas être Godard. Oui. Mais il a toujours voulu faire des films différents, avec tout ce qu'il aimait dans la littérature, tout ce qu'il aimait dans la vie, tout ce qu'il aimait dans sa vie religieuse. Il était inspiré par sa vie. C'est vrai qu'en plus,
entre Notre-Dame et Maigret, il n'y a que 2 ans. Il y a que 2 ans et les films sont très différents. Enfin, bien sûr, des mais... thématiques très différentes, oui, visuellement c'est très différent, même les acteurs c'est très différent. C'est vrai qu'il y a toujours un renouvellement très Mais dans très ses important. souvenirs, il dit, après les 2 Maigret, j'avais vraiment envie de faire autre chose. C'est vrai. Non, mais c'est... Pas un 3e en tous les cas. Oui. Surtout back-to-back, quoi. Alors qu'on peut faire des Maigret les uns après les autres et ça marchera toujours. Oui. Et Gabin avait rempilé pour un 3e film en plus. Oui, il l'a fait avec Maigret Voix Rouge. C'est ça. Je reviens sur un point qu'on a un petit peu moins abordé. Mis à part Michel Morgan, on a principalement parlé des acteurs. Mais justement, je voulais qu'on revienne un petit peu sur sa relation avec les actrices qui est tout à fait étonnante de la façon dont il expliquait justement dans le documentaire. Alors mon père avec Michel Morgan, c'était vraiment une grande amitié. Ça s'est toujours très bien passé. Avec Gina Lollobrigida, ça a été un petit peu différent parce qu'il ne la connaissait pas. Et elle est arrivée sur le tournage et elle voulait imposer un petit peu sa façon de voir son personnage d'Esmeralda. Alors ça, c'était un petit peu difficile parce que il aimait pas du tout se faire imposer des choses. Et elle, justement, cette danse devant le parvis de Notre-Dame, elle voulait être une danseuse de l'opéra, quoi. Donc papa voulait que ce soit une gitane sensuelle, une gitane, et elle voulait danser comme Rosella et Tower. C'est un peu hors de propos. Mais il a eu un petit peu de difficulté. Puis elle arrivait le matin, elle était entièrement fabriquée, avec sa perruque, elle avait un corset qui la maintenait. Mon père aurait désiré qu'elle soit plus libre, qu'elle soit plus... mais bon, il est passé sur pas mal de choses et c'est tout de même un très beau film. Oui. Et elle incarne un personnage magnifique. La séquence de la danse, c'est incroyable. Voilà. C'est magnifique. Ouais. Mais elle voulait, elle, en faire beaucoup plus. Oui. Et lui, il voulait qu'elle en fasse beaucoup moins. D'accord. Qu'elle soit plus naturelle, qu'elle soit plus... Oui, c'est vrai que dans le film, elle est déjà très excentrique. Oui. Donc, voilà, alors ses relations avec Gina, mais après ça s'est merveilleusement bien passé. Et puis il a surtout fait un 2e film avec Gina Lollobrigida en Italie, La Vénus impériale, qui était l'histoire de Pauline Bonaparte, sœur de Napoléon. C'était un joli film, entièrement tourné à Cinecittà et en... Ah oui. Ah oui, entièrement. Et tourné à Naples, dans des décors naturels. Et c'était un grand film qu'il a fait entièrement en Italie. Alors après, les relations avec Micheline Prel, qui a été vraiment aussi une de ces comédiennes formidables et très amie de mon père. Elle avait commencé dans un film de Sartre, enfin avec un scénario de Sartre qui s'appelle Les Jeux sont faits, et qui est un scénario un peu bizarre, c'est-à-dire que ce sont des gens morts qui reviennent sur Terre, qui sont invisibles, et c'est sartrien. Oui, c'est très ça. Et c'est le seul film que passe la Cinémathèque française, parce que je ne sais pas pourquoi, ils aiment ce film. La princesse aussi. La princesse de Clèves a été passée à la Cinémathèque. Oui, c'est un beau film. Alors aussi les rapports avec Marina qui ont été merveilleux. C'est vraiment une très bonne amie à moi maintenant. Et, parce que vous êtes de la même génération. On est de la même génération, oui. On a quelques années, même pas de différence. Et alors moi, j'ai quand même travaillé sur La Princesse de Clèves, c'est-à-dire qu'en 61, j'avais 20 ans. Je sortais des arts décoratifs où je voulais faire des décors de théâtre. Et j'ai fait mon premier stage sur La Princesse de Clèves. J'ai dessiné des carrosses et j'ai dessiné les lustres du bal. Tu me donnes une super transition justement vers, entre guillemets, cette seconde partie qui va plus s'adresser à toi, justement, à ta carrière. Et justement, on voulait savoir si tu avais assisté
à des tournages de ton père, j'imagine que oui. Lesquels? Et quels sont les plus beaux souvenirs? Oui, des beaux souvenirs. En tant que petite fille, bon, j'allais voir naturellement mon père au studio de temps en temps. Et puis, alors, mon premier souvenir, j'étais en Suisse pour la symphonie pastorale, mais j'avais 4 ans. Mes parents m'avaient emmené, c'est là où j'ai appris le ski. Ah, très bien. Avec Michel Morgan. Donc, encore la classe. On se connaît depuis ce temps-là, donc ça fait quelques années. Et alors après, bon, j'allais comme ça de temps en temps. J'ai le souvenir d'être allée sur Notre-Dame de Paris pour voir le décor que tout le monde voyait. Et puis après, mon premier souvenir vraiment de travail, c'est la Princesse de Clèves, où j'ai fait mon premier stage à la déco. Mais à cette époque-là, j'ai pas continué dans le cinéma parce que j'ai eu pas mal d'enfants. J'ai eu des jumeaux d'un seul coup, plus un autre 20 mois après, donc je me suis occupée de mes bébés. Et après, j'ai été plutôt dans la pub, j'étais styliste dans la publicité. Ah, d'accord. Voilà, pendant une vingtaine d'années. Et puis un jour, j'ai dit à papa, je voudrais bien rentrer un peu dans une équipe déco. Et encore un peu pistonné là. Hein. Et je suis rentrée sur le 2e Bernadette, c'est-à-dire la Passion de Bernadette à Nevers. Et là, j'ai été dans une équipe déco. Et depuis, je n'ai plus fait que ça. D'accord. Pendant 25 ans, j'ai été ensemblière, c'est-à-dire derrière le chef déco, et lui il construit, il fait tous les décors, et l'ensemblière, elle meuble. Elle fait toute la décoration, par exemple ici, il faudrait faire rentrer tous les livres, les chaises, les tables, pour que tout soit véridique, pour que tout soit naturel. D'accord. Voilà, c'est ça. Très belle carrière. Ensemblière ou ensemblier. C'est incroyable, d'accord. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup travaillé pour la télévision. J'ai fait les 35 commissaires Moulin, enfin avec Max que vous avez rencontré, qui était chef déco. Voilà. Et du coup, dans ce contexte-là, quelles ont été les plus belles rencontres de ta carrière? Ou même par rapport à mais c'est pas forcément dans le contexte de quand j'étais ensemblière, c'est plutôt dans la vie. Dans la vie, j'ai quand même rencontré Cocteau, j'ai quand même rencontré Jean Marais, j'ai quand même rencontré Michel Morgan, j'ai quand même rencontré tous ces gens. On parlait de Gabin, bien sûr, d'Audiard, tous ces gens qui étaient des amis de mes parents et qui venaient à la maison. Hein. Pour moi, c'était naturel. Hein. Oui, c'est ça. C'était pas. Oui. J'étais pas. C'était les amis de mes parents qui venaient dîner, j'étais là et je pense qu'effectivement, dans ces cas-là, lorsqu'on est forcément exposé à un certain milieu, on se rend plus forcément compte qu'il y a des dessous derrière et au final, c'est quelque chose qui devient tout à fait naturel. C'était naturel. Et puis alors, dans le cinéma, après, j'ai rencontré Dujardin, j'ai rencontré des gens comme ça, mais c'est plutôt tous ces gens très célèbres que j'ai rencontrés d'une façon tout à fait naturelle et tout à fait... Oui, c'est ça. Sans les poudres aux yeux. C'est ça, il n'y a pas ce côté, les paillettes, machin. Non, je ne demandais pas des autographes. C'est ça, c'est de façon naturelle et c'était complètement manière naturel. Totalement cordiale. C'était la vie de mes parents, donc j'étais là. Bah oui, forcément. Puisque, on le rappelle, effectivement, tu es fille unique. Je suis fille unique, mais j'ai 3 enfants et 8 petits-enfants. Et des petits-enfants qui sont un petit peu avec des caméras et des... Mais c'est super finalement, parce que tout ça, ça se perpétue. Ben oui, ça se perpétue. Et bien justement,
Par rapport au côté héritage, perpétuation, oui. Justement, d'où venait en fait cette impulsion justement et l'envie de créer ce musée dédié à ton père justement, parce qu'effectivement, tu le disais, finalement il y a peu de musées du style en France, c'est-à-dire plus spécialisés sur une période. Ça va plus être quelque chose de général et surtout géré justement par la famille, par les enfants, par les proches. Ce qui rajoute forcément quelque chose de plus artisanal et plus C'est vrai qu'en France, direct. Alors bon, il y avait le musée Jean Gabin à Mériel qui était tenu par des membres de la famille. Oui, enfin, il s'en occupait pas beaucoup, mais qui était tenu surtout par la ville de Mériel et qui est fermé, malheureusement. Il y avait un musée de Funès qui n'a pas été d'abord en Normandie ou je sais plus où, mais qui est un peu fermé. Et ben, mon idée c'était qu'on n'oublie pas papa. Et à sa mort, j'avais tout ça devant moi et on s'est dit pourquoi pas un musée, mais on en avait un petit peu parlé avant sa mort parce que il avait un ami qui avait beaucoup de matériel déjà, qui venait beaucoup le voir, et puis ils avaient eu un peu cette idée de faire un musée. Et comme il prenait son train, il habitait tout près, à Gainville, à 4 km, il prenait son train à Bueil pour aller à Paris de temps en temps. Il connaissait très bien le maire. Et il lui avait dit, mais pourquoi on ne ferait pas un musée à Bueil? Donc c'était comme ça dans l'air du temps. Et ça a été d'abord une toute petite pièce là-bas avec le matériel et tout, et ils sortaient quand même, ils allaient faire dans les villages des expositions de matériel. Et mon père faisait à ce moment-là quelques projections aussi de ses films, mais c'était vraiment très, très artisanal. Et puis à un moment donné, à la fin, enfin après sa mort bien sûr, on a eu l'idée de faire ce musée. Et voilà, j'en ai pris la responsabilité. Et grâce à la mairie, c'est un musée municipal, hein, c'est la mairie qui nous a donné ce local où vous êtes, qui nous chauffe, qui nous loge, qui nous éclaire, et à nous de faire des expositions et de le faire vivre. Et surtout, que l'on n'oublie pas Jean Delannoy et le cinéma de cette époque. Je crois que c'est quelque chose qui est bien rendu en tout cas. Enfin, c'est très impressionnant. Moi, c'est la première fois que je viens, et quand vous m'avez un peu montré certaines pièces, etc., c'est très impressionnant. Il y a beaucoup de choses. Oui, on a beaucoup de choses. Très bien mis en valeur. Bien sûr. Non, Alors bon, on a acquis pas mal de choses, et puis les gens viennent nous proposer des appareils, des documents, des choses comme ça qu'on a. Et puis au cours des expositions, par exemple pour Belmondo, j'avais pas grand chose, puisque j'ai fait une grande exposition Belmondo, j'avais pas grand chose parce qu'il n'avait pas travaillé avec mon père, mais j'ai acheté des affiches pour le musée. Voilà. Et justement, en plus, c'est vrai qu'on est là actuellement on enregistre dans un contexte spécial, puisque il me semble que l'inauguration s'est faite via une grande soirée fin 2013. La première exposition, on a ouvert ici en 2014. 2014, ça fait vraiment 10 ans. Hein. Mais avant, on avait quelques petites expositions comme ça, mais c'était pas vraiment important. La première exposition a été en 2014 avec une grande exposition Jean Gabin. D'accord. Ah oui, donc c'était la toute première. C'était la toute première. Après, j'ai voulu, moi, faire des expositions différentes tous les ans pour attirer un petit peu le public, parce que si je fais la même exposition tous les ans, donc après nous avons fait des thèmes différents, et on en est au 10e thème, qui est la rétrospective des 10 dernières expositions. Et l'année prochaine, on fera encore mieux. Une sorte de best-of, quoi. Voilà. Parce que effectivement, pendant quelques temps, il y a eu la superbe
Charlie Chaplin. Ah oui, on a eu... Super, ouais, là aussi, j'ai acheté quand même pas mal de documents pour faire une belle exposition. Et puis, on a fait des petits décors qui étaient amusants. La cabane... Oui. Non, la prison, c'était pas la même année, mais c'était sur les décors. Oui, c'était encore une autre. Parce qu'il y a eu, effectivement, et là, c'est vrai que l'avantage de cette exposition, c'est que j'ai pas l'impression qu'on perd énormément de choses, en tout cas de ce que j'avais vu, même si forcément il y a quelques aspects qui sont un peu moins mis en avant, forcément, par exemple il y a moins de Belmondo, ce qui est normal, mais par contre il y a un petit peu de tout. Voilà, c'est ce que j'ai voulu. Et il y a aussi une synthèse entre justement ces thématiques qui se rejoignent par rapport à cette époque qui est mise en avant, et donc justement à tous ces appareils, donc que ce soit évidemment les caméras, mais aussi les projecteurs, les sessions de montage, le labo, parce qu'il y a quand même effectivement d'année en année. Le labo reste comme le labo. La pièce. Et puis par exemple le cinéma d'Évreux nous a donné les boîtes de tickets de l'époque qui sont jolies. C'est le cinéma d'Évreux qui nous les a amenés. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on a des choses un petit peu... Il y a un peu de collaboration, voilà. De coopération. Voilà. Puis il me semble que vous êtes une quinzaine dans l'association. Alors nous sommes une quinzaine de fidèles et qui sont tous passionnés. Ils habitent ici ou aux alentours. Parce qu'il faut quand même assumer les visites, il faut assumer les groupes. On a des groupes les jours de la semaine, donc le samedi et le dimanche après-midi, on est ouvert. Il faut faire tout ça et nous sommes tous entièrement bénévoles. Voilà. Et on a toujours besoin d'un petit peu d'argent. Donc, ce sont des mécènes, des gentils mécènes, et puis les cotisations des membres de l'association qui nous font vivre. Et il y a aussi un détail dont on n'a pas parlé, qu'on a vu tout à l'heure, Gillian, de nos propres yeux. Il y a aussi l'aspect justement de mise en place des expositions, donc que ce soit encadrement, simplement affichage. Il y a aussi le côté atelier justement qu'on a vu avec les tables qui sont faites, les supports, parce qu'effectivement, vous avez l'avantage... On est comme dans un studio. Oui, c'est ça. On travaille avec la menuiserie, la peinture, l'encadrement, et tout ça, on assume. Et oui, et donc le tout avec un budget minimal. Quoi. Tout petit. Donc, c'est beaucoup de... Tout petit. D'huile de coude, quoi. Oui, et d'idées. Donc effectivement, j'avais une sorte d'aparté, en sorte de conclusion aussi, parce que on a forcément peu abordé le cinéma actuel, qui est quand même très différent, qui l'est entre guillemets, avec ses bons, ses mauvais aspects, mais c'est vrai que je voulais effectivement, peut-être que tu nous donnes ton point de vue justement sur le cinéma actuel, sur aussi cet aspect beaucoup plus numérique, que ce soit via les caméras, les effets spéciaux, et bien sûr évidemment un point qui t'est cher, ça va être plus sur les décos. Et est-ce que d'ailleurs peut-être... à l'époque, il y a quelques années justement, est-ce que ton père aussi avait un avis particulier sur ce cinéma qui a beaucoup changé entre ses débuts dans les années 30 et la fin au début des années 2000 justement? Écoute, le point de vue de mon père était quand même rétro. Je veux dire, il ne pouvait pas imaginer ce qu'il y a maintenant. C'est pas possible. C'est sûr. En 2008, il y avait très très peu de choses déjà. Je pense pas qu'il serait complètement dépassé par ce qui se passe maintenant. Alors moi, mon cinéma, c'est pas vraiment les grands trucs américains. Je vais vous parler de 2 films tout à fait différents. Un petit truc en plus et Le Comte de Monte Cristo. Oui. Donc les deux merveilleux films qui sont actuellement et qui marchent énormément. Qui marchent très bien. C'est les 2 films français. Bon, le petit truc en plus, c'est un tout petit budget. C'est un film charmant, merveilleux, touchant, etc. Avec très peu de moyens. Pas de comédien, si on peut dire. C'est vrai, il n'y a que Artus. Artus, mais on ne le connaissait pas. Oui, qui n'est pas le plus connu du grand public. Voilà, qui n'est pas un acteur. Sans effets spéciaux, sans rien. Bon, ça marche. Et puis, il y a Le Comte de Monte Cristo, gros truc. Grosse production française. Grosse production, avec beaucoup d'effets spéciaux, je pense, formidables.
qu'on ne voit pas, enfin, qui sont pas... Oui, c'est vrai. Mais il y a aussi beaucoup de décors, j'ai l'impression. Beaucoup, Très beaux décors. Très beaux décors. Maquillage en dur aussi. Oui, très beaux décors. C'est vrai, Il n'y a pas maquillage, tellement de CGI, je pense, pour le coup. Ouais. Je me rends pas compte parce que... C'est pas facile à voir pour le coup sur celui-là. Mais non, mais c'est bien fait. Oui, c'est bien. C'est vrai que même les prothèses sur ben Pierre voilà. Ninet, Moi, c'est vrai que c'est... C'est les deux films actuels Oui, c'est qui vrai. marchent formidablement et qui sont complètement différents. Oui. Français, hein, je Ouais. parle. Parce que les Aux films États-Unis, américains, c'est autre chose. Voilà. C'est vrai que donc. C'est vrai que c'est encourageant de voir que ces deux C'est films-là très qui sont encourageant différents pour le marchent cinéma en français, français. Oui, c'est ça. qui sont quand même deux propositions différentes, mais qui fonctionnent très très bien tous les deux. Tous les deux. Donc c'est vrai que Et en même temps. En même temps, c'est vrai, à quelques Et en semaines de même sortie temps. d'intervalle, c'est vrai que Comme dirait Macron. Non, mais parce que moi, c'est vrai que je suis un peu énervé parce que, ok, c'est vrai que ça, c'est deux films. Moi, j'ai beaucoup apprécié le Comte de Monte Cristo. J'ai pas vu un petit truc en plus, mais ça a fait son effet. Non, moi, le problème, c'est le cinéma américain. C'est-à-dire que là, il y a Furiosa en mai qui s'est complètement planté, qui est un chef-d'œuvre. Ouais. Et là, récemment, du coup, je suis allé voir le dernier Kevin Costner qui se plante, mais complètement. Les trucs d'ambition aux États-Unis, on n'en veut pas. On n'en veut que sur les plateformes. Ouais, et ça m'enrage, quoi, vraiment. Ouais. Donc, Alors moi, je peux pas vous parler de ça parce que vraiment, c'est pas mon cinéma. C'est vrai qu'en France, moi, je trouve qu'on a quand même... C'est beau parce qu'il y a une pluralité du cinéma en Oui, France. Il y il y a a plein une de choses pluralité, différentes quand oui, même. oui, oui. Non, cinéma d'animation. Oui, il y a plein de belles choses en Mais France. enfin, on voit pas non plus tous les films américains hein, parce que Oui. il y en a peut-être qui sortent là-bas et qui sont Oui, plus indés. qui sont autre Oui, oui. chose que ces blagues, je sais pas Ouais. quoi. Oui, donc sur le constat du cinéma actuel, qui est pas forcément un point de vue unique, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de, comme on disait, il y a beaucoup d'horizons différentes. De propositions. Le horizon était pas fait exprès, mais voilà, comprendront ceux qui pourront. Kevin Costner. Je sais pas si c'est une question pertinente, mais pour finir, qu'est-ce que tu penses effectivement du futur du cinéma et aussi justement est-ce que le futur du cinéma laissera une place à cet héritage dont on essaye de mettre en avant, de célébrer aussi. Est-ce que tu penses qu'il aura une place justement? J'espère que le cinéma actuel aura une place. On parlait de ces deux films qui sont complètement différents, ils ont une place, ils sont formidables. Mais quand on voit le public qui vient au musée et qui sont bouleversés par tous les films des années dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire des années de 60 à 80, même à 2000, c'est formidable. Ils demandent tous d'avoir des films comme ça, mais on ne sait peut-être plus les faire ou on fait... Les mettre en avant aussi. Je ne sais pas. Et du coup, justement, ce public, il est quand même, au niveau des âges, il est quand même assez c'est complet. C'est pas non plus des jeunes. Est-ce que c'est peut-être des familles aussi Mais on a des familles, comme mais moi, justement. Voilà, mais quand tu es venu au musée pour la première fois, tu étais fan de cinéma. 16-17 ans. Oui, et tu étais très, très étonné de ça. Mais c'est important. Voilà, c'est un cinéma qui existera, je pense toujours, mais j'ai fait ce musée pour que surtout on n'oublie pas ce cinéma-là. Je crois que c'est la meilleure manière de conclure. Hein, effectivement. C'est parfait. On vous remercie justement d'avoir suivi cette interview qui sera, comme je le rappelais en début d'émission, complétée par une visite du musée. En tout cas, je pense qu'effectivement, ce genre d'interview, on essaiera de les multiplier de plus en plus parce que c'est vraiment des occasions uniques en fait d'avoir des nouveaux points de vue qu'on représente pas forcément juste nous deux. Et voilà, on vous invite tout simplement, comme d'habitude, à nous suivre justement sur les plateformes de podcast, rajouter des étoiles, et puis surtout à commenter. Cette fois, je pense que c'est très important de commenter votre point de vue avec le cinéma, peut-être de Jean Delannoy, mais plus généralement justement de cet âge d'or du cinéma français, qui compte beaucoup, qui a beaucoup compté pour nos parents, ou peut-être même pour vous, qui êtes plus âgés que nous. Mais c'est très important de faire savoir que ce cinéma existe toujours, qu'il faut le préserver, il faut également le restaurer via notamment des copies physiques, mais éventuellement des copies numériques par rapport à certains services qui proposent aussi justement des films plus vintage. C'est très très important vraiment d'avoir ça en compte et de se rendre compte que même si des films qui se faisaient différemment, c'est toujours quand même des films de qualité et qui restent super intéressants à découvrir aujourd'hui. Ouais.
Et puis rendez-vous au musée. Rendez-vous au musée. À Bueil, dans l'heure. Dans l'heure, c'est ça. C'est très important. 27. Rendez-vous au musée. Donc c'est à peu près à 1 heure de Paris. Et donc c'est ouvert le samedi et le dimanche après-midi, de 14h à 18h. Et si vous voulez venir en groupe, il faut prendre rendez-vous et vous pouvez venir dans la semaine. De toute façon, dans la description, on mettra des liens, on mettra bien sûr, mais des informations. Des groupes au-dessus de 10 personnes. D'accord. Une dernière chose à préciser, juste, donc l'exposition se termine, je ne sais pas quand est-ce qu'on la publiera. Fin octobre. 30 octobre, c'est ça ? Oui, le dernier 2024. week-end d'octobre. Mais si vous n'avez pas eu l'occasion, justement, vous écoutez ce podcast plus tard et que vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à cette exposition en particulier, c'est pas grave, normalement, l'an prochain, le musée rouvrira vers mi-avril. Fin avril, avec une nouvelle exposition. Voilà. Et un nouveau thème. Est-ce qu'on aura un indice ? Non. Aucun indice. Aucun indice. Et vous viendrez découvrir par vous-même. Allez, on peut terminer là. Finissons là-dessus. Merci d'avoir écouté et à très vite.